Et oui, alors évidemment, la guerre d'envergure, pour l'instant, en tout cas, a l'air d'avoir été évitée. Thomas Gassilou, est-ce qu'on est d'accord pour dire que le président Macron n'a pas obtenu la désescalade, mais qu'il a obtenu qu'il n'y ait pas d'escalade? Exactement, je C'est pense que ça? c'est ça qu'il faut retenir. Ouais. Déjà, le fait de travailler pour que l'escalade n'arrive pas, puisqu'effectivement, quand on a autant de forces militaires, autant de tensions de part et d'autre d'une frontière, le moindre incident, la moindre étincelle peut faire tout s'embraser. Et je pense que un des premiers acquis de ce déplacement à Moscou, c'est justement de figer la situation, de travailler à ce qu'il n'y ait pas d'escalade. Et ensuite, il y a effectivement un marathon diplomatique aujourd'hui qui va s'engager, Moscou, Kiev, Berlin, à nouveau Moscou avec le chancelier allemand, qui va permettre de mettre les choses sur la table pour construire cette nouvel ordre de sécurité et de paix en Europe, sans mésestimer les malentendus qui ont pu voir le jour ces dernières années. Alors, si on essaye de lire entre les lignes de la diplomatie, Jean de Gnasty, évidemment, je me tourne vers vous, vous connaissez ça par cœur. C'est compliqué de faire un bilan de ce qui s'est passé depuis hier entre Emmanuel Macron et les deux chefs d'État. Certains disent bravo la France, Emmanuel Macron a réussi les entretiens qu'il a pu avoir avec les présidents, enfin je pense principalement à Vladimir Poutine, et d'autres disent Poutine était glaçant, Emmanuel Macron n'a rien obtenu. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme bilan? Qu'est-ce qu'on peut lire entre les lignes de ce qu'on nous dit en conférence de presse? En fait, le président est venu avec 3 casquettes, hein, on l'a dit. Casquette de président français, casquette de membre du format Normandie, donc chargé d'appliquer les accords de Minsk avec l'Allemagne, la Russie et l'Ukraine, et casquette de président du Conseil des ministres de l'Union européenne. Sur la première casquette, incontestablement, indirectement, il a fait rentrer l'Europe, qui ne souhaite pas d'ailleurs rentrer dans le jeu des négociations, il l'a dit à plusieurs reprises, mais enfin l'Europe est là à travers la présidence. Casquette Normandie, format Normandie, visiblement, le format Normandie est reparti. Voilà, ça c'est une réussite déjà. C'est déjà une réussite. Ouais. Et casquette président français, pour la désescalade, comme il a été dit très justement, en tout cas, il n'y a pas d'escalade, mais il y a des mesures qui ont probablement été discutées, je ne sais pas si elles seront réalisées, et enfin, entre pas d'escalade et désescalade, la nuance est subtile. Donc globalement, je pense que le président a rempli sa mission. La feuille de route est remplie. Valérie, pour les oppositions en France, on n'a pas entendu de critiques très véhémentes. Hein. Tous les opposants, me semble-t-il, sauf erreur, ont salué la démarche qui consistait à aller voir Vladimir Poutine pour tenter de ramener un peu d'apaisement dans ce dossier qui menace de s'enflammer à tous les instants. Vous en avez tous les 3 attestés. Mais dire que c'était bien d'aller voir Vladimir Poutine et le président ukrainien, même si par exemple Yannick Jadot considère que le président Macron aurait dû aller voir d'abord le président ukrainien puisque c'est lui la victime. Bon, c'est quelques réserves mises de côté. Il faut maintenant au président trouver ce qu'il va dire au peuple français dans les conférences de presse que nous suivons parce qu'on a le temps et ça dure quelques bons moments, ces conférences de presse. Nous les suivons. L'opinion publique française ne suit pas ça et attend les décryptages des uns et des autres. Il faudra que le président de la République rende compte d'une certaine manière de sa mission avec les mots qui sont les siens, en estimant qu'évidemment, il n'y a pas de miracle à attendre, que ce n'est pas en 2 entrevues, fussent-elles de 5 heures, qu'on résout une crise qui couve depuis bien des années. Donc, je pense qu'on sait, comme on dit très joliment, c'est à la fin de la foire qu'on compte les chanteurs. Il faudra voir comment le président de la République restitue ces manœuvres diplomatiques qui ont eu lieu sous nos yeux. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il n'y a pas quand même la première des victoires, Catherine, n'est pas d'avoir obtenu 5 heures et quelques de rendez-vous avec Vladimir Poutine en tête-à-tête? Oui, absolument. D'autant que je pense que c'était d'autant plus important. L'ancien ambassadeur de France en Russie me contredira peut-être, mais je pense, ou pas d'ailleurs. Mais c'était bien aussi de sortir Vladimir Poutine de son espèce d'isolement. Il a aidé à le décornériser, voilà, en fait. Il s'était vraiment claquemuré, Vladimir Poutine, dans sa position dont il est difficile de sortir pour lui aujourd'hui. Parce que quand on a mobilisé plus de 100 000 hommes à une frontière, on ne peut pas dire « Ah ben non, finalement, on rentre dans les casernes et on n'en parle plus ». Et en fait, autant il y avait des échanges entre les Occidentaux pour parler de cette crise
crise, autant Vladimir Poutine, effectivement, était seul et dans son isolement. On sait très bien que plus les gens s'isolent, plus c'est difficile après de négocier avec eux. Donc il était important d'aller le voir pour lui parler, alors pour le coup, d'homme à homme, même s'il y avait une énorme table entre deux, mais parce que je pense que ça peut quand même dénouer des choses, même si après on l'a vu durant la conférence de presse, Vladimir Poutine, il est resté égal à lui-même. Mais c'était bien de faire ce pas vers le président russe pour le remettre dans le dialogue. Alors justement là-dessus, je vous fais réagir tous les deux dans une seconde, mais pour se donner un peu le ton de cette conférence de presse qui a commencé de façon assez sympathique et assez sereine, et on voyait bien qu'au fur et à mesure de la conférence de presse, le ton se durcissait un petit peu. On vous a préparé un échange. C'est Louis Dumont qui a tout réécouté et qui vous a préparé un petit résumé des échanges. Écoutez. Aujourd'hui, le président Zelensky est le président d'un pays aux frontières desquels il y a 125 000 soldats russes. Oserais-je dire, ça rend nerveux. Mais l'Ukraine a fait la même chose au Donbass. Ce ne sont pas nous qui approchent les États de l'OTAN, ce sont les OTANiens qui approchent la Russie. Pour des pays comme la Suède ou la Finlande. Il serait surprenant d'ailleurs de leur dire soudainement que l'OTAN change de ligne. La France croit que la Crimée est la partie de l'Ukraine. Nous croyons que c'est la partie de la Fédération de Russie. Ces droits qui découlent de la souveraineté ont été, forcés de le constater, violés ou battus en brèche sur notre continent. Je pense par exemple au respect de l'intégrité territoriale des États, au non-recours à la menace ou à l'emploi de la force, à l'inviolabilité des frontières, à la non-intervention dans les affaires intérieures. Mais voici, il est là, il me parle depuis déjà 6 heures, presque en me torturant. Alors, Jean de Glignassi, c'est vrai que c'est pas ce qu'on appelle un moment très sympathique à vivre sans doute. Pendant la conférence de presse, il se dit encore des choses qu'on ne s'est pas dit avant. Ça peut arriver. Ouais. La conférence de presse, elle commence par le texte qui a été préparé par les services. On l'a vu avec Poutine, qui avait ses feuilles de papier et qui a asséné la position russe traditionnelle. Et en fait, après, le jeu des questions et des réponses fait qu'il s'anime. Et il a dit des choses très intéressantes, à la fois en dur et en ouverture. En dur, il a évoqué des questions nucléaires. En ouverture, il a dit qu'il était disponible et qu'il allait continuer la négociation. Le président français aussi a rappelé un certain nombre de fondamentaux. Donc la conférence de presse, paradoxalement, s'est animée, je trouve, et a été beaucoup plus intéressante au niveau des questions et des réponses qu'au niveau de l'ouverture et du texte un peu convenu. Et c'est souvent le cas. C'est souvent le cas dans les conférences de presse, effectivement. Thomas Gassilou, sur ce que disait Catherine, effectivement, où on aide la venue d'Emmanuel Macron et peut-être la teneur même des discussions a aidé Vladimir Poutine à se décornériser. Il avait déjà préparé le terrain parce qu'avant d'arriver, il avait dit il faut aussi comprendre que les Russes ont le droit d'être inquiets pour leur sécurité. Bien sûr, on pourrait dire qu'on a brisé la glace un petit peu ça, avec les Russes. Alors, ce qui est important de comprendre, notre ancien ambassadeur le disait, c'est que le président Macron, il est avec plusieurs casquettes, effectivement, président français, président du Conseil de l'Union européenne, nation cadre du format Normandie, mais je rajouterai également une quatrième casquette, membre du Conseil permanent de sécurité de l'ONU, de sécurité de l'ONU, du P5, ce qui veut dire être un État doté. Et effectivement, on voit bien à quel point les questions de dissuasion nucléaire ont été abordées et peuvent aussi intervenir dans ce genre de discussion. Et donc le fait d'être membre du P5, c'est aussi quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer. Le deuxième point, moi, qui m'a beaucoup marqué dans ce qui s'est passé hier, c'est qu'on voit bien que le président y est allé pour engager un processus de dialogue. Mais il a été également très ferme sur les fondamentaux, notamment de l'OSCE ou de la possibilité de certains États, notamment la Suède, la Finlande, d'adhérer librement à l'OTAN. Donc c'est à la fois un processus qui s'engage, mais un président également qui rappelle fermement les fondamentaux de la sécurité européenne et de tout ce qui a été bâti depuis des dizaines d'années. Mais alors la suite, c'est quoi? C'est un risque de statu quo après ou parce que les Russes vont partir leurs troupes maintenant? Il était obligé quand même, Emmanuel Macron, de faire preuve de fermeté, parce que d'abord, ça correspond à ses convictions, mais c'est aussi parce qu'en Europe, les 27, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne parlent pas d'une même voix. Donc il était obligé, Emmanuel Macron, de réussir un peu à un sport d'équilibriste, c'est-à-dire qu'à la fois montrer sa fermeté et en même temps engager un dialogue, parce que sinon, ça menace de fracture encore plus ouverte l'Union européenne. Donc effectivement, il était obligé de jouer sur les deux tableaux. Alors maintenant, évidemment, le prochain pas, il y a peut-être effectivement en plus des choses qui pour l'instant n'ont pas encore été révélées parce qu'on continue à négocier et comme c'est extrêmement explosif comme situation,
Parfois, il vaut mieux se mettre d'accord un peu dans le secret des négociations diplomatiques avant de les rendre publiques. Mais ce qui est sûr, c'est que tout le monde parle des semaines à venir et encore des semaines à venir, etc., comme un message pour expliquer aux gens que ça ne va pas être réglé effectivement en 48 heures et que là, c'est le début du processus. Oui, c'est le début du processus. Et Olaf Scholz, la semaine prochaine, il doit dire quoi, Emmanuel Macron? Rester évidemment dans la ligne de... Vladimir Poutine, pardon. Rester dans la ligne d'Emmanuel Macron, évidemment, mais arriver avec un peu plus? Chacun, la France et l'Allemagne, et c'est peut-être aussi une des explications de ces visites séparées, ont des agendas particuliers, en plus des agendas communs. L'agenda commun, c'est évidemment le format Normandie. Et donc, et l'application, d'ailleurs, la formule a été citée par Poutine lui-même, ce qu'on appelle la formule Steinmeier. C'est le ministre des Affaires étrangères précédent allemand qui a inventé en quelque sorte un système pour surmonter les réticences ukrainiennes vis-à-vis des accords de Minsk. Et en fait, ils l'ont accepté après la formule Steinmeier, et cette formule allemande est peut-être une façon de s'en sortir. Donc on imagine très bien que Scholz va parler de ça. D'accord. Ensuite, les Allemands, ils ont un agenda particulier concernant notamment l'énergie. Bien sûr, et concernant Les gaz les liens notamment. économiques. Ouais. Parce que l'Allemagne a été la principale perdante dans les sanctions avec la France. La France a vu, à cause des sanctions économiques, ses relations économiques avec la Russie divisées par 2. Et l'Allemagne a perdu pratiquement 4 points de part de marché au profit de la Chine, qu'elle va avoir beaucoup de mal à reprendre. Et pour les Allemands, notamment le monde des affaires allemand, la question des sanctions est très importante. Alors, la question qu'on peut se poser aussi maintenant, c'est la question du timing, puisqu'Emmanuel Macron avait dit « je ne serai pas candidat tant que tout ça ne sera pas un peu apaisé ». Si ce n'est réglé, bien entendu, figurez-vous qu'il a fait quelques confidences à Marie Chantret dans l'avion qui le ramenait de Moscou. On voit ça dans quelques instants, juste après la pub. La suite du club Le Châtelier, bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans une seconde. Marie Chantret nous raconte la discussion qu'elle a eue avec le chef de l'État dans l'avion qui les ramenait de Moscou. Marie qui est à l'heure actuelle dans l'avion qui va les emmener à Berlin. On voit ça juste après vos essentiels, Thierry. Après le Canada, des convois de la liberté vont-ils déferler entre guillemets sur la France? En tout cas, la capitale canadienne elle est toujours bloquée par des routiers principalement qui réclament la levée des restrictions sanitaires. Et en France, des manifestants tentent de s'organiser via les réseaux sociaux. Ils veulent, disent-ils, rallier Paris ce week-end et certains proposent même de continuer la route jusqu'à Bruxelles devant les institutions européennes. La campagne présidentielle avec ce changement de cap pour Marine Le Pen concernant les retraites. Fini la retraite à 60 ans pour tous, dit-elle. La candidate du RN envisage désormais un système progressif. La retraite à 60 ans avec 40 annuités serait réservée aux Français entrés dans la vie active avant l'âge de 20 ans. 15 000 mètres cubes de sable projetés sur les plages du bassin d'Arcachon. Pourquoi? Parce qu'avec le temps, de grandes quantités de sable ont été entraînées au large par les tempêtes, les marées. Mais ce réensablement provoque la colère d'associations, car puiser, disent-elles, dans les eaux du bassin peut fragiliser la faune marine. Et puis dans le tour du monde des idées plutôt saugrenues, celle-ci mangeait derrière des barreaux en tenue de prisonnier. C'est ce que propose ce restaurant de Téhéran. Alors c'est pas aussi saugrenu que ça en a l'air, parce qu'en payant leur addition, les clients aident à la libération de vrais prisonniers condamnés pour dettes impayées. L'un des fondateurs de ce restaurant a lui-même été emprisonné après avoir fait faillite. Il y a 11 000 Iraniens qui sont détenus pour ne pas avoir honoré leurs dettes. Et puis à 17h, notre rolling, notre sondage IFOP fiducial quotidien consacré à la présidentielle. Merci Thierry. Alors justement, quid d'Emmanuel Macron qui disait qu'il pourrait se déclarer quand les dossiers internationaux seraient apaisés, sinon réglés? Eh bien, il en a parlé avec Marie Chantret dans l'avion qui les ramenait tout à l'heure de Moscou. Marie nous précise ce dont il s'agissait dans cette discussion.
Nous avons pu partager quelques instants avec le chef de l'État dans l'avion présidentiel qui l'amenait ici dans la capitale ukrainienne Kiev. Hier, il confiait qu'il était lucide et déterminé, mais qu'il ne croyait pas au miracle spontané. Il a sans doute eu raison de cette prudence, car dans l'avion qui l'amenait à Kiev, nous avons une nouvelle fois pu échanger avec Emmanuel Macron. Il le dit, j'ai obtenu qu'il n'y ait pas de dégradation et d'escalade, mais je ne pensais pas une seule seconde que Poutine allait faire des gestes hier. Il s'agissait pour moi de bloquer le jeu pour empêcher une escalade et ouvrir des perspectives nouvelles. Et de ce point de vue-là, cet objectif est rempli, et de reconnaître que durant ces 5 longues heures d'entretien en tête-à-tête avec Vladimir Poutine, les tensions ont été grandes et bien présentes. À combien évaluez-vous la probabilité d'une invasion russe en Ukraine? Emmanuel Macron de dire « Je ne répondrai pas à cette question, je ne vais pas commencer à spéculer, mais oui, je suis inquiet », et les tensions étaient bien palpables hier lors de cet entretien. Très conscient aujourd'hui de la volatilité et de l'imprévisibilité du président russe. Voilà, alors c'était pas tout à fait ça dont je voulais vous parler, mais c'était ceci dit intéressant. Non, ce qu'il lui dit quand ils ont posé la question, alors Monsieur le Président, est-ce que vous allez maintenant déclarer votre candidature? Alors manifestement, il dit, il va bien falloir y songer à un moment. Tout vient à temps à qui sait attendre, vous savez. On ne mesure pas ces temps-là. Pour le moment, il y a une tension très forte. Il ne faut pas faire de choses intempestives. Il faut le faire au bon moment. Reste à savoir, Valérie, quel sera le bon moment. C'est une bonne question. Je vous propose de la poser au Président de la République, car c'est pas moi qui vais répondre, à moins que Monsieur le député puisse nous donner des informations. Non, mais on voit bien que ces différents déplacements pour tenter d'apaiser ce qui peut l'être en Russie, en Ukraine, à Berlin, d'une certaine manière déblaye un peu le terrain pour un atterrissage du candidat Macron, mais peut-être pas dans les jours qui viennent. Il va falloir attendre un peu, il y a d'autres sujets. Je vous rappelle que le Mali, il y a des choses aussi qui s'y passent et de grande importance également. Donc on peut imaginer, on a toujours pensé, et d'après les informations qu'on nous donnait, que ce serait avant le 20 février. Peut-être est-ce que ce sera retardé un petit peu, on verra. Je n'ai pas la réponse. Qu'en pense le député? Alors effectivement, vous parliez tout à l'heure de marathon diplomatique. Je crois que pour gagner un marathon, il faut avoir un grand champion, et un champion concentré sur sa mission. Et donc, le contexte ne plaide pas à ce que le président se détourne trop vite de sa mission. Enfin, il ne le plaidera pas plus le 10 avril, a priori. Non, mais en tout cas, il y a des jalons, on va dire, sur lesquels on peut avancer. Ouais. En pleine PFUE, présidence française de l'Union européenne, et par ailleurs, avec le dossier sahélien qui est encore extrêmement important, où on est en pleine consultation avec nos alliés européens, africains, avec des décisions sans doute qui pourraient être annoncées la semaine prochaine. Le 17 février, le sommet Union européenne, Union africaine, et encore une semaine de session parlementaire derrière. Donc pour ma part, je pense que la majorité est au travail, elle l'a montré encore dimanche pour avancer sur le programme du potentiel candidat. Et le président décidera lui-même le moment opportun pour annoncer sa candidature. Le dossier aussi de notre confrère qui est otage au Mali, dont on parlait tout à l'heure avec Thierry, qui est un dossier important sur lequel il n'y a pas de communication, ce qu'on peut comprendre. Évidemment, revenons à nos moutons, si j'ose dire, et revenons en Russie. Pascal Boniface est avec nous. Merci d'être avec nous pour nous aider également à comprendre ces situations qui, pour les néophytes que nous sommes, ne sont pas forcément claires. Jean de Glignasti vous salue, Pascal Boniface. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il vous faisait un petit coucou de la main. J'allais vous poser une question. Et Biden, là-dedans? Quid de Joe Biden, Pascal Boniface? Il vient de recevoir le chancelier allemand, donc il n'est pas inactif, et pour l'instant, effectivement, il y a plutôt une séquence française et européenne, avec cette double visite du président Macron à Moscou et à Kiev, et surtout la résurrection finalement du format Normandie qui était un peu mis de côté, qui était malmené, et on reparle des accords de Minsk. Et ça, c'est plutôt la bonne nouvelle, puisque il y a un accord des Russes et des Ukrainiens, alors que jusqu'ici, ils semblaient ne plus vouloir en entendre parler. Donc, c'est quand même, ça a été quand même la base d'un accord. Et là, c'est quelque chose qui est positif. Et si, comme on en parle, il y a une réunion à Berlin le 10 février des Russes, des Ukrainiens, des Français, des Allemands,
bien, ça veut dire quand même que le spectre d'une agression militaire recule et que la voie de la négociation prend une importance beaucoup plus grande. Alors, je dirais, peu importe d'ailleurs qu'elle soit sous les auspices franco-allemands et pas américaines, l'important c'est qu'il y a des négociations et que la solution diplomatique l'emporte. Et on peut dire que tous les efforts ont prévalu et que si cette solution diplomatique prévalait, eh bien, les pays de l'OTAN collectivement se féliciteraient, j'imagine, pour dire que leur politique de mélange un peu, de fermeté et d'ouverture. Il y avait un peu une sorte de partage des tâches avec les Américains qui tapent du poing sur la table et les Français, les Allemands qui, eux, privilégient la bonne négociation. En tout cas, pour l'instant, ça paye, puisque les tensions baissent quand même, au moins quelque part, et on ne semble plus. Les déclarations de Poutine sont également plutôt rassurantes sur ce point, quand il dit qu'il ne serait pas à l'initiative d'une escalade. Donc on peut dire quand même que le spectre de la guerre recule malgré les bruits très alarmistes de ce week-end. Est-ce qu'il ne se joue pas, Jean Glignasti, quelque chose aussi dans les relations entre l'Europe et les États-Unis dans ce dossier-là ? Écoutez, c'est difficile. L'Europe, comme il a été dit à l'instant, elle est très divisée. Donc il se joue quelque chose, sans aucun doute. Ça a commencé à se jouer au moment de Trump, entre l'Allemagne, la France. Ça s'est rejoué une deuxième fois avec l'affaire des sous-marins et AUKUS. Donc il est clair qu'il y a un certain nombre de pays européens, dont la France et l'Allemagne, il y en a peut-être un ou deux autres, qui savent que, comme l'a dit d'ailleurs le ministre Le Maire hier, les intérêts de la France ne sont pas exactement ceux des États-Unis et que nous avons à défendre nos intérêts. En ce qui concerne la sécurité, je crains malheureusement qu'il y ait une majorité d'États européens, à commencer par les Baltes et d'autres, la Pologne, la Roumanie, qui considèrent que la sécurité de l'Europe elle est assurée par les États-Unis et par l'OTAN et qui n'ont aucune marge de manœuvre, ne veulent avoir aucune marge de manœuvre. Donc en fait, c'est une évolution qui a commencé avec Trump, mais qui est très lente et qui en tout cas ne s'est pas encore concrétisée sur un certain nombre de pays de l'ancien bloc soviétique. Un dernier mot très court là-dessus. Oui, peut-être dire qu'on peut former un espoir, c'est que finalement la situation qu'on vit aujourd'hui, elle accélère le réveil stratégique européen. Il y a encore quelques mois, on parlait avec les Allemands de la taxonomie européenne. Ils nous vantaient tant le gaz et ils nous disaient que la dépendance avec la Russie n'était pas si grave. Finalement, on voit que la situation nous donne plutôt raison et qu'on doit aller collectivement vers une culture stratégique européenne, une certaine autonomie stratégique européenne. Bien, on suivra tout cela évidemment. Emmanuel Macron est en route vers Berlin. Merci infiniment Pascal Boniface d'avoir été avec nous. Merci à tous les deux également sur ce plateau. Il est pile 16h, c'est l'heure de votre journal Thierry.